Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour Rétro Passion Automobile et on va vous parler de la Vespa 400. Et oui, le scooter à 4 roues. Monsieur Vespa a fait fortune avec ses Vespa et se dit que, finalement, il serait pas bête de faire une voiture. Mais il a un petit souci, il est aussi fournisseur de l'acier ou en tout cas de pièces pour la Fiat. Et la Fiat voit d'un mauvais œil d'avoir un concurrent. La solution est donc de céder ce projet à un de ses partenaires étrangers, en l'occurrence à l'entreprise française ACMA Atelier de construction de motocycles et d'automobiles. Dirigé alors par le prince de Beauvon-Craon, celui-ci a déjà produit sous licence depuis 1951, dans son usine située à Fourchambault, dans la Nièvre, environ 200 000 exemplaires de la Vespa, qui furent ainsi diffusés dans l'Hexagone, sur le million d'exemplaires déjà produits dans le monde depuis la création du célèbre scooter, donc ce qui est assez énorme. Si la production, comme la commercialisation, est donc prévue pour le marché français, c'est toutefois bien en Italie, durant le printemps 57, que se déroulent les essais des prototypes. L'usine ACMA ne disposant toutefois pas de l'outillage nécessaire pour l'emboutissage des caisses, et n'ayant en outre à ce moment-là quasiment aucune expérience dans la production automobile, c'est la société Facel Métallon, et oui, celle qui a fabriqué les célèbres Facel, qui sera chargée de cette fabrication. Malgré les origines italiennes de cette nouvelle Vespa sur 4 roues, c'est bien sa nouvelle patrie d'adoption qui sera mise en avant lors de sa commercialisation. Ce n'est ainsi pas un hasard si les 3 premiers exemplaires de pré-série furent peints respectivement en bleu, blanc et rouge, recevant l'immatriculation 58 en référence non seulement au département de la Nièvre, mais où elle sera fabriquée, mais aussi au millésime de production des premiers modèles, puisque celle-ci débute donc à l'automne 57. Ceux-ci sont présentés à la presse sur le port de Monte-Carlo, avec 3 des meilleurs pilotes du moment à leur volant, Jean Vera, Louis Chiron et Juan Manuel Fangio. Pour l'anecdote, même si de prime abord la petite Vespa ne se prêtait guère à ce genre d'exercice, ce dernier, Juan Manuel Fangio, ne se privera pourtant pas d'exécuter quelques figures mémorables à son volant. Donc, baptisée Vespa 400, en référence à la cylindrée de son moteur, de 393 cm3, elle ne manquera pas d'être l'une des vedettes du salon de Paris qui ouvre ses portes au Grand Palais au mois d'octobre. Si elle entend s'adresser à l'ensemble de la clientèle populaire, elle s'attire alors surtout l'intérêt et les faveurs de la clientèle féminine, laquelle se montre séduite autant par ses dimensions réduites, 12 cm de moins qu'une Fiat 500, que par ses lignes assez plaisantes, ainsi que par les couleurs souvent vives et gaies proposées dans le nuancier du catalogue. Les acheteurs ayant le choix entre 2 versions, l'une recevant la dénomination Tourisme, à la présentation intérieure comme extérieure très dépouillée, et l'autre baptisée, en toute logique, Luxe, à la présentation un peu plus cossue. Vendus respectivement 345 000 et 365 000 francs de l'époque, la nouvelle petite italo-française va toutefois devoir faire face dès son lancement à une concurrence aussi nombreuse que féroce, avec entre autres chez Renault la 4 chevaux, 399 000 francs, et la 2 chevaux, 374 000 francs. Cette dernière a pour elle plusieurs atouts non négligeables, comme le fait d'être produite par l'un des plus grands constructeurs français, ainsi que d'offrir, 4 portes et 4 vraies places. Mais si la plupart des illustrations publicitaires de l'époque représentent souvent un jeune couple avec un enfant installé à l'arrière, voulant ainsi faire apparaître la Vespa 400 comme une voiture familiale, l'espace situé derrière les 2 sièges est toutefois assez contenu et ne permet plutôt que de mettre quelques bagages. Il y a toutefois un point important sur lequel la nouvelle venue surclasse sans peine et de loin la 2 chevaux, les délais de livraison, atteignant sans peine 1 an, voire même 2 ans, avant que l'acheteur ayant passé commande puisse enfin recevoir sa voiture. Malgré leur capacité fort importante de production, la marque aux chevrons était en quelque sorte victime du succès de la 2 chevaux, et les usines du quai de Javel peinaient alors à satisfaire la demande. Comme sa célèbre rivale, la Vespa n'existe que sous une seule forme, à savoir dans son cas celui d'un petit coupé découvrable, à 2 places, dont la ligne n'est pas sans évoquer fortement, sous certains angles, celle des Simca 5 et 6, à la différence que la Vespa est dotée, elle, d'une architecture toute différente, avec le moteur placé en porte-à-faux à l'arrière. Héritage direct de l'activité originelle et principale de son constructeur, la mécanique fait toujours appel à la solution du cycle à 2 temps. La lubrification de la mécanique se faisant via l'huile qui se trouve directement mélangée à l'essence. Sur la première version,
ce mélange reste entièrement manuel, s'effectuant à l'aide d'un bouchon doseur. Les acheteurs devront attendre la présentation de la version 400 GT, attention, ça n'est pas une Lamborghini, à la fin de l'année 1960 pour être entièrement débarrassés de cet ennuyeux rituel. En ce qui concerne le reste de sa fiche technique, l'allumage est assuré par un système de batterie et d'une bobine par cylindre, en tout cas sur les premières versions. Le refroidissement étant assuré par air, comme sur les 2 chevaux. Sur la Vespa, celle-ci est notamment complétée par un système par air forcé à l'aide d'une turbine. L'un des atouts de la Vespa 400 par rapport à sa célèbre rivale au chevron est que l'ensemble de son équipement électrique est en 12 volts, alors que la 2 pattes, quant à elle, doit encore à l'époque se contenter d'une installation électrique en 6 volts. La petite puce italo-française recèle également d'autres originalités, parfois plus pratiques qu'on ne le croit, comme le tiroir dissimulé à l'avant derrière la calandre factice qui sert de support à la batterie et permet ainsi de la changer rapidement lorsque celle-ci tombe à plat. La roue de secours, elle, prend place sous le siège passager, le conducteur n'ayant qu'à soulever le siège pour atteindre la roue de secours. Autre atout non négligeable par rapport à la 2 chevaux, la Vespa met près de 4 secondes de moins pour parcourir le 400 mètres départ arrêté. Outre des performances assez convaincantes pour une voiture de sa catégorie, la presse automobile de l'époque lui reconnaît également une bonne tenue de route ainsi qu'une direction très précise grâce à son système de crémaillère, mais critique en revanche quelque peu le changement de vitesse, la transmission conservant en effet une première non synchronisée. Le constructeur peut évidemment compter sur un important réseau d'agents dans toute la France et espère bien, grâce à celui-ci, pouvoir ainsi écouler sa nouvelle petite voiture populaire aux 4 coins de l'Hexagone. Sauf que tous ne disposent pas forcément de la place ni de tout le matériel adéquat, ayant souvent déjà assez à faire avec la vente ainsi que la réparation des 2 roues. Ses créateurs ainsi que la direction d'ACMA semblaient convaincus non seulement du futur succès de la Vespa 400 et que ce nouveau scooter sur 4 roues parviendrait sans peine à tailler des croupières à la 2 chevaux et à la Renault 4. Et sans parler aussi de son potentiel sur le marché automobile européen et alors à sa capacité à jouer des coudes et à venir se mesurer aux petites anglaises ou à la Coccinelle ou en tout cas à la BMW Isetta en Allemagne. Ses concepteurs n'entendaient toutefois pas en rester là et mirent même la barre très haut en visant rien moins que le marché américain. Si un contingent de 1600 exemplaires furent bien exportés aux États-Unis, plus encore qu'en Angleterre, la petite Vespa n'avait guère de chance d'intéresser sérieusement l'automobiliste lambda. La petite Vespa ne pouvait sans doute y être considérée que comme une sorte de jouet pour adultes et faire office, là aussi, de quasi-voiturette de golf, et à côté de laquelle même la plus modeste des Chevrolet faisait quasiment figure de limousine XXL. Si plus de 12 000 voitures sortent d'usine durant l'année 58, cela reste toutefois bien en deçà des prévisions et des espérances, puisque cela correspond à 32 ou 33 exemplaires par jour, alors que les responsables de l'usine ACMA avaient escompté sur une production quotidienne d'environ 200 exemplaires, une cadence qui malheureusement pour ces derniers ne sera jamais atteinte. Malgré les améliorations techniques apportées, en particulier concernant le mélange huile-essence, et même une garantie constructeur portée à 50 000 km pour la mécanique, ce qui reste fort rare à la fin des années 50, il devient bientôt évident que malgré des qualités réelles, une fois l'effet nouveauté passé, le succès, un peu comme parfois en cuisine avec un soufflé, retombe vite. Convaincu, ce qui est en partie vrai, que les limites que rencontre assez vite le succès de la Vespa 400 est due à sa présentation intérieure un peu trop spartiate ainsi que sur certains points par son manque de sens pratique, une nouvelle version est commercialisée. Lors de la présentation de la version année modèle 60 à l'automne 59, l'équipement se fait moins austère. Les glaces fixes des premières versions, seuls les déflecteurs étaient ouvrables et orientables, sont remplacés par de nouvelles glaces coulissantes. Les feux de custode sur le bas du pavillon, derrière les portières, sont à présent incorporés au feu arrière et des clignotants sont également ajoutés sur les ailes avant. À l'avant, le pare-choc est désormais dépourvu de butoir, même s'ils seront de nouveau montés sur l'ultime version de la Vespa 400, la GT. À l'intérieur de l'habitacle, les sièges avec des tubes apparents sur la partie supérieure du dossier sont maintenant entièrement habillés d'une sellerie en tissu plastifié bicolore et les contreportes sont agrémentées de 2 vide-poches.
À la fin de l'année 60, pour le millésime 61, la 400 GT fait son apparition. Outre le système de graissage automatique mentionné plus haut, les quelques baguettes chromées supplémentaires offrent à la carrosserie un aspect plus cossu, ainsi que le montage d'une nouvelle boîte de vitesse à 4 rapports permet d'optimiser les performances du modeste bicylindre de 14 chevaux. Cela arrive toutefois bien voire trop tard pour permettre à la carrière de la Vespa 400 de connaître un second souffle. Le développement rapide du marché de la voiture d'occasion, avec l'arrivée rapide et massive de Citroën 2 chevaux et de Renault 4 chevaux de première et seconde main, permettent désormais à de plus en plus de personnes, même celles aux bourses les plus modestes, de s'offrir les premières voitures, avec pour effet le déclin rapide des voitures minimales du même genre que la Vespa 400. Un déclin qui touchera aussi le marché des deux roues et donc qui impactera directement et à double titre l'activité de l'usine ACMA. Au bout d'à peine un an de production, la version 400 GT est arrêtée et toute la production de la Vespa 400, après seulement 4 ans de carrière et environ 28 000 exemplaires produits. L'usine de Fourchambault fermera ses portes après l'arrêt de la production des deux roues l'année suivante, marquant ainsi la fin de la société ACMA. Merci pour cet article de Philippe Roche qui, comme d'habitude, vous pouvez retrouver dans sa version complète, agrémentée de superbes photos sur le site Rétropassion Automobile et bien sûr vous abonner au podcast de Rétropassion Automobile.